Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de commencer à répondre à la question suivante: qu'entend-on par thérapie existentielle? Il s'agit seulement donc d'un début de réponse puisque cette vidéo sera suivie par d'autres vidéos. Donc ici, il s'agit d'une vidéo d'introduction et je vais vous présenter donc la réponse qu'on peut commencer à donner à travers cette carte mentale donc sur la thérapie existentielle. Notons que j'ai construit cette carte et puis les suivantes que je vais vous présenter dans ce domaine à partir de l'ouvrage de Irvin Yalom qui s'intitule Thérapie existentielle, ouvrage qu'il a publié il y a quelque temps puisqu'il l'a publié en 1980 mais qui reste éminemment d'actualité. Et dans cet ouvrage, il présente donc la psychothérapie existentielle, laquelle est fondée sur les enjeux existentiels. Alors, notons que la psychothérapie existentielle s'appuie sur un référentiel existentiel, donc cette approche existentielle, ce référentiel existentiel, comme je l'avais évoqué dans la vidéo que j'avais faite sur les référentiels, eh bien ce référentiel existentiel ou ce paradigme existentiel est un référentiel, un paradigme parmi d'autres, c'est-à-dire un système explicatif parmi d'autres qui va permettre de comprendre et d'ordonner les données cliniques sans toutefois être en mesure d'expliquer non plus tous les comportements et toute la complexité humaine. C'est ce qu'on avait dit, équivalable là pour tous les référentiels. Et notons que bien sûr ce référentiel existentiel va s'attacher à ce qu'on va appeler les enjeux de l'existence de l'individu. Alors, la psychothérapie existentielle, elle s'inscrit dans le champ des psychothérapies qu'on peut qualifier de dynamiques. Le mot dynamique ici ne réfère pas à l'idée de dynamisme, mais réfère à une notion de force et réfère en fait aux travaux de Freud. Effectivement, Freud a utilisé le terme de dynamique pour renvoyer justement aux forces qui existent dans notre psychisme et qui vont entrer en conflit. Donc ce terme de dynamique provient tout simplement du domaine des sciences physiques et en particulier de la dynamique qui est la partie des sciences physiques qui s'intéresse justement aux forces. Alors le postulat dans ce cadre dynamique est le suivant, c'est qu'il existe chez l'individu des forces qui sont en conflit et cela à différents niveaux de conscience. Et les résultantes de ces forces donc qu'on peut qualifier d'antagonistes, vont se traduire dans les comportements développés par l'individu, dans ses cognitions, dans ses pensées, dans ses émotions. Alors, notons une chose, à savoir que la psychothérapie existentielle diverge de l'approche freudienne. Donc, on va effectivement voir en quoi, justement, l'approche freudienne et l'approche existentielle présentent des différences. Alors, notons que dans l'approche freudienne, évidemment, il est question de force, c'est ce qu'on vient d'évoquer, et ces forces peuvent être qualifiées de forces pulsionnelles, elles sont innées, ce sont des sortes de poussées irrépressibles qui vont exister chez l'individu. Ça correspond à ce qu'on va appeler les pulsions, et les pulsions vont être à l'origine de la genèse d'une angoisse, et vis-à-vis de laquelle l'individu va se défendre, vis-à-vis de laquelle il va construire des défenses. Donc on peut reprendre ce point que nous avions aussi évoqué dans la vidéo sur les référentiels. Donc ici, on va pouvoir dire que les pulsions, elles génèrent de l'angoisse. Alors, comment est-ce qu'elles génèrent de l'angoisse? Eh bien, elles vont générer de l'angoisse en se heurtant au principe de réalité et à la loi du surmoi. En effet, il va y avoir un conflit entre d'une part le but de la pulsion, qui est la satisfaction, et puis la nécessité pour le moi de respecter le principe de réalité et puis la loi du surmoi sous peine d'avoir des représailles. Ces représailles qui émergent sous la forme d'angoisse, ça peut être des angoisses de castration, d'abandon ou perte d'objet, ou encore des angoisses de morcellement. En tout cas, l'angoisse, comme nous l'avions dit, c'est un signal de danger qui va être vécu par l'individu. Alors, ce sont donc les pulsions qui génèrent l'angoisse et l'individu, donc le moi, va se défendre contre cette angoisse, contre ces éventuelles représailles et le moi va le faire via des mécanismes de défense qui vont lui permettre de mettre en place des défenses. Je renote ici cette définition concernant les mécanismes de défense que j'avais déjà évoqué dans la vidéo sur les référentiels, à savoir que les mécanismes de défense, ce sont des processus psychiques inconscients qui visent à réduire ou à annuler les effets désagréables des dangers réels ou imaginaires
et cela en remaniant les réalités internes et ou externes, dont les manifestations, donc les comportements, les idées ou les affects, donc dont les manifestations peuvent être inconscientes ou conscientes. Alors, notons aussi une chose, à savoir que dans cette approche freudienne, donc les conflits sont vus comme étant des conflits internes et profonds qui ne s'expriment pas directement, mais indirectement, hein, puisqu'ils sont métamorphosés. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on va observer, ce sont les défenses, et en remontant, on va dire, un petit peu la ficelle, eh bien, on va pouvoir identifier des angoisses et des pulsions. En tout cas, l'individu, dans l'approche freudienne, est vu comme étant un être qui est gouverné par ses pulsions. D'autre part, toujours dans cette approche freudienne, les conflits les plus fondamentaux sont vus comme étant aussi les plus précoces. Donc il y a une dimension chronologique qui est centrale. Autrement dit, on peut dire que le modèle développemental est central et le thérapeute va s'attacher à explorer le passé. Hein, il va un peu se définir comme étant une sorte d'archéologue qui va rechercher les traces psychologiques des détresses précoces, puisque ce sont elles qui sont vues comme constituant les sources fondamentales de l'angoisse. Donc, dans cette approche freudienne, le modèle est un modèle développemental et analytique. Dans l'approche existentielle, il y a des éléments qui diffèrent, à commencer donc par les forces. Les forces vont être représentées par la conscience des enjeux ultimes de l'existence, plus exactement de 4 enjeux ultimes de l'existence que nous allons évoquer. Dans cette situation, c'est donc la conscience des enjeux qui va générer de l'angoisse vis-à-vis de laquelle l'individu va mettre en place des défenses. Alors, les enjeux génèrent de l'angoisse en se heurtant ici au désir de l'individu. Nous avons parlé de 4 enjeux existentiels qui sont les suivants. Le premier enjeu existentiel, c'est la mort. C'est probablement l'enjeu le plus évident qui est à l'origine d'un conflit, hein, puisqu'effectivement, il va y avoir chez l'individu un conflit entre le fait que sa mort est inéluctable, hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher, et puis le désir qu'a l'individu de continuer à être. Autre enjeu existentiel, la liberté. Alors la liberté est peut-être un peu plus difficile à envisager comme étant un enjeu existentiel, on va dire, qui peut générer de l'angoisse, parce que la liberté, elle est souvent vue comme positive. Alors qu'en fait, la liberté renvoie au fait qu'il n'y a pas de structure externe autour de nous. Effectivement, quand on se tourne un peu vers notre impression, on a l'impression de vivre dans un monde structuré, dont le dessin est plus ou moins prédéfini. En fait, on a l'impression qu'il y a un sol sous nos pieds, alors qu'en fait, c'est l'individu qui structure son monde par ses projets, par ses choix, par ses actions. Autrement dit, il n'y a pas de sol sous nos pieds, mais des abysses, un néant en fait, qui est présent sous nos pieds. Donc ici, il y a à nouveau un conflit qui existe entre justement cette absence de socle, cette absence de structure, et puis notre désir de socle et de structure. Troisième enjeu existentiel, c'est l'isolement fondamental. Alors là, il ne s'agit pas de solitude sociale, le fait de se sentir loin de ses proches, par exemple. Il s'agit d'une solitude fondamentale, d'un isolement fondamental, dans le sens où nous sommes, quoi qu'il arrive, isolés du monde et des autres êtres. C'est ce qu'on peut retrouver peut-être de façon plus présente dans l'idée que nous naissons seuls et nous mourrons seuls. Donc là aussi, un conflit émerge entre cet isolement absolu dans un univers relativement indifférent, ou complètement indifférent même, et puis notre désir de contact, de protection, notre désir d'appartenance à un tout. Et enfin, quatrième enjeu existentiel, qui est l'absence de sens. Autrement dit, c'est l'absence vraiment de réponse à cette question du pourquoi vivons-nous, puisque nous mourrons seuls dans le néant. Donc là aussi, il y a un conflit entre ce monde qui est dépourvu de sens et notre désir de sens, hein, qui renvoie au fait que finalement, c'est à chacun d'élaborer le sens de sa vie. Et ça questionne bien sûr aussi sur le point suivant, à savoir, est-ce que le sens que nous tentons de donner à notre vie à travers nos créations est suffisant finalement pour nous faire supporter la vie. Donc là encore, dans cette approche existentielle, c'est la conscience donc, de ces enjeux existentiels qui génèrent de l'angoisse, et là encore l'individu va se défendre contre l'angoisse.
Il va se défendre contre l'angoisse via on va dire, deux grandes catégories de mécanismes de défense. Les mécanismes de défense conventionnels classiques, qui sont ceux qui ont été proposés initialement par Sigmund Freud et puis sa fille Anna, mais également par d'autres auteurs qui vont protéger donc l'individu contre l'angoisse, et cela quelle que soit la source de l'angoisse. Mais Yalom va aussi présenter des mécanismes de défense spécifiques qui vont protéger l'individu contre les angoisses existentielles. Alors, notons que, donc, comme nous l'avions dit, dans l'approche freudienne, les conflits donc, sont internes et profonds. Ici, il s'agit de conflits existentiels qui vont bien sûr générer de l'angoisse, mais qui vont aussi générer des peurs et des motivations. Et ces éléments sont aussi bien conscients qu'inconscients. Et on peut dire que, contrairement à l'approche freudienne où l'individu est vu comme un être gouverné par ses pulsions, ici, l'individu est vu comme un être qui va être en proie à la terreur et à la souffrance. Alors, d'autre part, dans l'approche freudienne, nous avions dit que les conflits les plus fondamentaux correspondent aux conflits les plus précoces. Ce n'est pas le cas dans l'approche existentielle, où les conflits les plus fondamentaux ne sont pas nécessairement les plus précoces. Autrement dit, la dimension chronologique n'est pas centrale dans l'approche existentielle, donc le modèle développemental n'est pas central lui non plus, si bien que le thérapeute, bien sûr, il peut explorer le passé, ou du moins le souvenir que nous en avons, mais cette exploration ne va pas lui servir à s'interroger sur ce qui nous a permis de devenir ce que nous sommes. Ça va surtout lui permettre de saisir le rôle que joue le passé dans notre existence actuelle, et puis la façon dont il nous a influencés dans les enjeux ultimes. Autrement dit, le passé, c'est pas le terrain le plus fertile pour l'exploration thérapeutique dans ce cadre référentiel, mais néanmoins, ça n'empêche pas d'étudier les rapports aux enjeux existentiels qui existent chez l'enfance, que nous verrons dans les prochaines cartes. Donc, on peut dire que dans ce référentiel existentiel, le thérapeute va d'une certaine façon penser en dehors du temps. L'idée est ici qu'il va mener une réflexion sur la situation existentielle personnelle de l'individu, c'est-à-dire sur ce qui va le terroriser au plus profond de son être, et cela dans le moment présent. Donc il s'agit vraiment de s'interroger sur le fait que nous sommes dans le présent, et donc ce n'est plus le passé, mais au contraire le futur qui s'actualise dans le présent, qui va constituer la modalité principale de la théorie existentielle. Enfin, nous avons dit que dans l'approche freudienne, le modèle est développemental et analytique. Donc ici, nous pouvons dire que le modèle est un modèle immédiat, ahistorique et existentiel, bien sûr, ce qui va avoir évidemment des répercussions sur les pratiques cliniques. Alors, notons que la psychothérapie existentielle, elle a un aspect familier, parce que tout simplement, cette idée de mortalité, la liberté, l'isolement fondamental, le sens de la vie, mais aussi d'autres éléments comme le choix, la responsabilité, la volonté, tous ces éléments ont de tout temps fait l'objet de réflexions de la part des plus grands penseurs de l'humanité, qu'il s'agisse de philosophes, de théologiens, de poètes, parce que tout simplement, tous ces éléments, tous ces enjeux existentiels constituent tout simplement la condition humaine. Donc il y a vraiment ici l'idée d'une universalité de la souffrance humaine, si bien que nous sommes tous des patients potentiels. Malgré cette universalité, ces enjeux existentiels ne font pas partie de lexique psychothérapeutique, alors qu'ils sont toujours présents dans les échanges psychothérapeutiques. Ici, dans le référentiel existentiel, il va s'agir de placer vraiment ces enjeux au centre de l'arène thérapeutique. Et bien sûr, au cours de la thérapie, l'individu va être amené à se confronter à ces enjeux. Donc bien sûr, cette confrontation, elle est douloureuse, mais malgré tout, elle va être thérapeutique. Il faut garder en tête que tout travail thérapeutique va nécessairement s'accompagner d'une épreuve de la réalité. Et je cite Yalom, qui lui-même cite Thomas Hardy, qui dit « Si tant est qu'il existe un chemin vers le meilleur, il faut, pour le trouver, bien regarder le pire. » Enfin, notons que la psychothérapie existentielle, donc, elle a émergé dans le temps, et son émergence a été influencée d'une part par les philosophes. Les philosophes dont la visée a toujours été de mettre en fait l'individu en contact avec des choses qu'il a toujours su d'une certaine façon.
Et parmi ces philosophes, on peut notamment évoquer les philosophes qui s'intéressent à ce qu'on appelle la philosophie existentielle, hein, cette philosophie donc, qui est née en Europe, qui s'est beaucoup développée en Europe, et qui donne une place prépondérante justement aux limitations de l'humain et aux dimensions tragiques de l'existence. Autrement dit, c'est une philosophie qui va beaucoup s'attacher aux limites, à la contingence, à l'acceptation, à l'angoisse, à la confrontation, mais aussi à l'incertitude, au sens ou encore à l'isolement. On est effectivement bien sur des dimensions tragiques de l'existence. Donc ces travaux ont énormément nourri la psychothérapie existentielle. Mais on peut aussi évoquer les psychologues humanistes qui ont contribué aussi à nourrir cette thérapie existentielle. Alors la psychologie humaniste, elle est née dans les années 1950 aux États-Unis et elle a longtemps été qualifiée comme une sorte de troisième force entre ce qui existait à l'époque, à savoir la psychanalyse freudienne et puis le behaviorisme scientifique dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. Alors, la psychologie humaniste aux États-Unis, contrairement à la philosophie existentielle en Europe qui est très centrée sur les éléments tragiques de l'existence, eh bien, la psychologie humaniste aux États-Unis est énormément empreinte d'optimisme et de pragmatisme. Et elle va plutôt s'attacher au développement du potentiel de l'individu, à l'ouverture, aux expériences paroxystiques, au sentiment de former un tout avec le monde, à l'accomplissement de soi, et puis au je-tu et à la rencontre. Alors, ce qu'on peut dire concernant cette psychologie humaniste, c'est qu'à partir des années 70, il va y avoir une explosion de cette psychologie en de multiples courants qui vont être plus ou moins sérieux. Cela se fait dans le cadre de l'époque, avec notamment les mouvements hippies, la drogue, la révolution sexuelle et l'anti-intellectualisme. Si bien que les fondateurs de la psychologie humaniste, comme Maslow, Rogers ou encore May, vont se retirer du mouvement. Enfin, notons que la psychothérapie existentielle a aussi été influencée par ce que l'on peut appeler les analystes existentielles, qui sont des psychiatres qui ont réfuté le réductionnisme, le matérialisme et le déterminisme freudien et qui s'appuient davantage sur une approche phénoménologique. Leur idée étant que le thérapeute, en fait, se doit de pénétrer dans le monde expérientiel de l'individu et sans avoir des présuppositions hein, qu'il doit laisser de côté parce que ces présuppositions peuvent fausser la compréhension. Et parmi la phénoménologie, parmi les auteurs hein, qui ont développé la phénoménologie, on peut évoquer Binswanger, cité là encore par Yalom, qui disait « Il n'y a pas un seul espace et un seul temps, mais autant d'espace et de temps qu'il y a de sujets ». D'où cette importance de pénétrer dans le monde existentiel de l'individu. Et enfin, la psychothérapie existentielle a été influencée par des grands écrivains, on peut évoquer Dostoïevski, Tolstoï, Kafka, Sartre ou encore Camus, qui vont explorer et clarifier les enjeux existentiels et dont la vérité des personnages de fiction va nous toucher parce qu'elle va tout simplement nous renvoyer à la nôtre. Donc, notons que cette posture existentielle, donc, elle remet assez clairement en question la vision cartésienne traditionnelle du monde, hein, comme étant un monde empli d'objets et de sujets qui perçoivent ces objets. En fait, la posture existentielle va considérer l'individu non pas comme un sujet qui perçoit la réalité externe, mais comme une conscience qui va participer à la construction de cette réalité. C'est ce qui est présent, cette idée dans le Dasein de Heidegger, à savoir qu'effectivement l'individu est là, il est un objet constitué, mais il constitue simultanément le monde. Et chaque Dasein va constituer en fait son propre monde. Pour cette question de Dasein et puis de Heidegger, je vous renvoie au livre audio de Luc Ferry qui porte sur Heidegger, qui est extrêmement didactique et qui permet d'approcher cette notion de Dasein. Alors pour la suite des vidéos que je vais vous présenter sur cette thématique de la psychothérapie existentielle, eh bien je vais aborder en fait les différents chapitres de l'ouvrage de Yalom. On va explorer en fait les différents enjeux existentiels. On commencera par la mort, puis la liberté, puis l'isolement fondamental, puis l'absence de sens. Et enfin, avant de conclure, je vous invite vraiment à lire cet ouvrage qui est magnifiquement riche. Et je vous dis à bientôt donc dans une prochaine vidéo.